parti. Bien, donc, je vais vous parler de la couture à l'école. Et on va commencer par, enfin, au départ, si vous voulez, c'était, enfin, la couture, les femmes ont toujours cousu. Alors, on voyait de temps en temps les châtelaines qui faisaient de la tapisserie. Mais pour ce qui était de l'éducation des filles, la tapisserie, c'était vraiment un travail d'agrément, comme ça se disait. Alors, ça s'est mis en place petit à petit. Il y avait des ouvroirs, on apprenait un petit peu de manière informelle. Et le 10 avril 1867, Victor Duruy réorganise les programmes donc, de l'enseignement primaire pour les filles et ces programmes deviennent nationaux. Donc ce n'est plus chaque commune qui décide ce que les filles feront, c'est nationalement que ça se fera. Et la commune dont la population est supérieure à 500 habitants doit ouvrir une école pour les filles, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et doit rémunérer en plus une maîtresse d'apprentissage des travaux d'aiguille. C'est ainsi que ça s'appelait, parce que les hommes ne savaient pas faire ça. Donc la plupart du temps, le directeur de l'école était un homme, et donc on rémunérait à côté une dame pour apprendre aux filles à coudre. La conséquence de cette loi fut l'ouverture de 8000 écoles de filles en France et l'embauche de 13 000 maîtresses d'ouvrage à l'aiguille, ce qui était très important. En 1879, Paul Bert exige que dans chaque département, on ouvre une école normale pour garçons et une école normale pour les filles. Donc on va préparer les institutrices à s'occuper des filles également. Et le programme de 1878 donc, va être un peu plus défini, sinon c'était un petit peu au bonheur la chance, les gens faisaient ce qu'ils avaient un petit peu envie de faire. Et là, il y a un vrai programme d'apprentissage de la couture. Donc il faut apprendre l'ourlet, le surjet, la couture abattue, la marque, j'en parlerai plus tard, le tricot, les jarretières, j'avoue que je ne sais pas trop ce que c'est. Le tricot de bas, de chaussettes, donc ça c'était très important. Je ne sais pas si vous avez vu les dames tricoter les chaussettes avec les 5 aiguilles. Les boutonnières, le piqué, alors ça c'est les ourlets effectivement, la bride, les brides plus exactement, les reprises, alors très importantes également, le remaillage, et oui, on remaillait, et en particulier les bas. Le feston, les bas garnis, je ne sais pas ce que c'est non plus, des morceaux posés, que l'on appelle les pièces par la suite, et la reprise de tout en dessin. En 1923, donc 1923, c'est pas si loin que ça, c'est ma mère, hein, c'est pas donc si éloigné. L'épreuve de certificat d'études pour les filles a donc, est donc une épreuve effective. Et elle dure 50 minutes et elle permet de vérifier la compétence des filles et leur capacité pratique, symbole de leur rôle à venir. Alors le rôle à venir pour les filles, c'est d'être femme au foyer, s'occuper de la famille, essentiellement, s'occuper donc du linge, qui est c'est aussi extrêmement important. S'occuper du linge, l'entretenir à tout point de vue, sur le plan de l'hygiène, mais aussi le réparer et même confectionner. Parce qu'à l'époque, je vous montrerai, il fallait savoir coudre. C'était indispensable, on ne pouvait, ou alors il fallait qu'on se paye une couturière. Et c'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup de couturières itinérantes. Dans les campagnes en particulier, les couturières partaient de ferme en ferme, passaient un jour pour avauder le linge dans une ferme, et le jour suivant, elles allaient ailleurs. Et ça, je l'ai connu, hein, j'ai dans ma famille des gens qui ont fait ça. Donc, au certificat d'études, donc, à la différence, donc épreuve de couture, à la différence des garçons qui avaient une épreuve de dessin. C'était des épreuves de niveau très différent finalement, parce que on demandait d'avoir un savoir, le dessin aussi, mais pas aussi technique finalement.
Et donc, en 41 et 45, les instructions qui précisent plus évidemment l'apprentissage progressif. C'est-à-dire qu'on a là, à ce moment-là, établi ce qu'il fallait savoir au cours préparatoire, au cours élémentaire, au cours moyen. Alors, les filles, quand elles sortaient de l'école primaire, alors j'ai reproduit en grand, parce que c'était beaucoup plus petit que ça, j'ai reproduit en grand ce que les filles devaient savoir faire, et c'était une petite pièce qu'elles gardaient pratiquement toute leur vie. Alors, il y avait les coutures. Le premier, là, je pense que vous savez, c'est un ourlet. Il fallait donc savoir ourler. Ensuite, il y avait le point de devant, le point arrière, le point de piqûre. Alors ça, c'était les points de couture. C'était les points de couture pour fabriquer des objets. Ou, par exemple, je vous montrerai que les torchons, il fallait les ourler. On ne les achetait pas tout ourlés. Les draps, on était obligé aussi de les coudre. Après, il y avait les points d'ornement, ce que l'on appelait le travail d'agrément. Et c'est étonnant parce que ma belle-mère, qui était née en 1898, me parlait de travaux d'agrément. Elle avait connu. Alors, c'était les napperons, le service de table brodé, c'était donc des dessins. Alors, ça, c'est un point de tige, un point de chaînette et un point d'épine ici. Je me souviens d'avoir appris à faire ce point d'épine quand j'étais enfant. C'était épouvantable. J'avoue que j'ai dû me remettre le nez dans les bouquins pour savoir le faire. C'était infernal, je trouvais. Après, il y avait les coutures pour assembler les morceaux. J'attends un peu parce que je trouve que c'est difficile sous le masque, là. Ça, c'est un surjet. Donc, c'est une couture qui permet d'assembler deux morceaux. Après, il y a une couture anglaise, qui est une couture très propre. Il y a couture des deux côtés. Après, il y a couture abattue que je n'ai pas fait. Ça, c'était donc les coutures. Donc, un grand point de l'apprentissage. Quand on avait fini ça, on avait son petit morceau qui était donc une page d'exercice. Il fallait connaître le nom et savoir les exécuter. Ensuite, il y avait une deuxième partie qui était le marquage du linge. L'idée de marquer le linge est venue très tôt. Parce qu'on faisait des lessives communes dans les lavoirs. On ne lavait pas son linge toutes les semaines. Souvent, c'était 2 lessives par an. Donc, il fallait beaucoup de linge. Et il fallait également pouvoir le distinguer. C'était donc des lavoirs communs. Et il ne fallait pas que le linge se mélange. Donc, on marquait son linge. Et on apprenait, alors ça, c'était les plus petits qui apprenaient à marquer sur des canevas. Donc, vous voyez que la trame est lâche. Et là, j'ai fait des lettres exprès assez grandes. On apprenait donc à faire toutes les lettres. Et les chiffres également. On apprenait les chiffres également. Et ça, c'était donc les plus petits sur les canevas. Et plus on grandissait, et plus on apprenait à faire des choses petites. Ici, alors, je peux me déplacer. Hein, c'est une petite marque. Elle est authentique. C'est un mouchoir de mes enfants qui ont plus de 50 ans. Donc, il y a le petit G, là. Moi, j'étais obéissante, là, de marquer mon âge, même s'il n'était pas mélangé à d'autres. Vous avez ça aussi? Oui, pour aller à l'école. Oui, pour aller à l'école. Mais... oui. Alors, il y avait 2 façons de marquer le linge, je vais vous montrer. Ça, c'est donc une première façon. C'est moi qui l'ai fait il y a, je ne sais pas, peut-être 50 ans. Ou plus. Et il y avait une autre façon de marquer le linge, qui était la marque que l'on faisait faire, que l'on achetait. Est-ce que j'ai ça? Voilà. C'était des petites marques comme ça. On faisait faire ça chez la mercière. Pour l'école. Voilà. Et ça, c'était même pas pour l'école, parce que c'était une couche qui date de 1936. Et là aussi, c'est pour marquer le linge. C'était au lieu de marquer, comme je filme pas les visiteurs, au lieu de marquer
en brodant, ben on coupait un petit morceau puis on le cousait. Ça se fait encore peut-être. Les colonies de vacances aussi, on marquait le linge. Alors ça, c'était des choses indispensables en fin de compte pour l'apprentissage, et c'était donc très pratique, quoi. Alors il y a les comment dire, les brides. Alors j'ai fait une bride qui était donc pour attacher un bouton, hein, la petite bride là, et les boutonnières. J'en ai pas fait parce que j'ai sué là-dessus beaucoup et c'était compliqué. Et il y avait également les reprises. Quand on avait un linge usé, ben on reprisait. S'il y avait un petit trou, on reprisait. Et quelquefois, si le trou était un peu plus grand, on mettait une pièce à la place. Et ça aussi, c'était compliqué. C'était très technique en fin de compte. Et ça, c'était les grands qui faisaient ça. On allait même jusqu'à faire des objets. C'était toujours dans les programmes, hein, petit à petit, parce que les femmes, elles étaient au foyer, elles s'occupaient des torchons, des serviettes, mais elles s'occupaient aussi du linge des bébés. Il fallait qu'elles sachent coudre la layette. Tricoter aussi d'ailleurs. Le tricot faisait partie des apprentissages. Alors ça, c'est mon chef-d'œuvre. C'est une brassière, une chemise d'enfant que j'ai fait de mes petites mains quand j'avais 13 ans, je pense, et entièrement à la main. Et c'était ainsi, il fallait préparer le trousseau du bébé. On cousait les chemises, on tricotait les brassières. Alors imaginez que c'était pas très pratique avec des chemises comme ça. Le bébé avait souvent le bidon à l'heure, hein, et les bodys sont bien plus pratiques que ce genre d'objet. Mais ça se faisait, c'était comme ça, et donc on devait connaître toutes les coutures qui permettaient que ce ne soit pas blessant pour le bébé, que ce soit bien, comment on va dire, un peu joli, hein, les petites dentelles, enfin bref. C'est aussi, et donc en classe de certificat d'études, c'est après le CM2, on arrivait à faire des objets comme ça. Alors, pourquoi avait-on besoin de toutes ces coutures? Alors, je vais vous montrer un tout petit peu. Par exemple, les torchons, on les achetait comme ça, en pièces. On achetait 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres de torchons. Il fallait les découper et les coudre. Ça ne se vendait pas tout fait. Donc, alors moi, je suis une amoureuse du linge, donc j'ai gardé, j'achète quand je peux des choses comme ça, parce que c'est du lin, ça me plaît. Ensuite, les serviettes de table en damassé, c'est pareil, hein, on les coupe, on les découpe, et puis voilà. Alors, il y avait également, ça c'est plus volumineux, les draps. Les draps qui étaient vendus dans des largeurs inférieures à la largeur classique, c'est-à-dire un drap fait 2,40 m, en général un drap pour un lit de 2 personnes. Et il y avait des morceaux, des métiers à tisser, qui ne pouvaient fournir de tissu que sur 1,20 m. Donc il fallait raccorder 2 morceaux. Et ici j'ai un exemple de drap, comme ça, qui a été fait, il est entièrement fait à la main, les ourlets aussi. Et il y a une couture centrale. Alors quand on voit un drap comme ça, on se dit, oh, il a été réparé. Eh bien pas du tout. On a cousu ensemble les 2 morceaux. Donc il fallait gentiment, avec un surjet, comme je vous ai montré, coudre tout du long, sur 3 mètres pratiquement de long, pour faire un drap. En fait, ce sont des draps qui servaient toute une vie. Non seulement toute une vie, mais elle pouvait même, ce linge pouvait passer de génération en génération. Et ça, c'est le cas. Alors, comment dire, tout cet apprentissage avait des répercussions, donc, parce que il faut savoir qu'on considérait donc les filles, eh bien, elles devaient avoir un rôle qui leur était donné même de nature divine pratiquement. Et on lit des choses assez incroyables. Donc, au moment de la loi
Duruy, un monsieur Charles Robert, qui était secrétaire général du ministère de l'Instruction publique, qui écrit « La femme doit, comme l'homme lui-même, remplir d'une manière complète la vocation que Dieu lui a départie. Être la compagne intelligente quand même, et fidèle de l'homme, diriger le ménage et surtout élever les enfants. Or, par le fait de son éducation insuffisante, la pauvre, la femme n'apporte pas toujours dans la société conjugale ses utiles et solides qualités de l'esprit qui resserrent davantage encore les liens de l'affection et deviennent souvent, dans la vie difficile de beaucoup de familles, l'élément d'une collaboration qui associe la femme aux affaires du mari, à la conduite de l'exploitation rurale, de l'usine ou du magasin. La femme a été créée pour la famille. De même qu'il faut donner au cultivateur une instruction appropriée à sa destinée, de même il faut donner à la femme destinée à être la compagne de l'homme et à diriger un ménage, à être l'institutrice de ses filles et le plus longtemps possible celle de ses fils, une éducation, une instruction appropriée à cette condition qui est à la fois si élevée et si humble. Alors, les choses ont bien changé et depuis 1970, les filles et les garçons font les mêmes travaux manuels à l'école. Il n'y a plus de différenciation, il n'y a plus de couture. S'il y a de la couture, les garçons peuvent faire de la couture et les filles aussi. Ce qui n'est quand même pas une si mauvaise chose que ça. Cependant, moi je me suis toujours intéressée à la couture. Je ne regrette pas d'avoir appris, c'est vrai. C'est intéressant, c'est utile aussi, mais enfin c'est surtout agréable parce que on peut à partir de là utiliser ces apprentissages différemment. Alors, quand je vous parlais de travaux d'agrément, j'ai récupéré, ce sont des objets de famille. Ce sont donc des initiales qui ont été brodées sur des serviettes de table de grande taille. Quand je vous disais que ça passait les générations, c'est le cas. J'ai même plus ancien et beaucoup plus amusant d'ailleurs parce que je dois avoir... Non, c'est pas celle-là. C'est celle-ci. Les initiales, donc on mettait les initiales du couple, c'est-à-dire la première lettre était celle du nom du mari et la deuxième était celle du nom de l'épouse. Et là, il y a un S qui est à l'envers. Je trouve ça très amusant. Ça date... alors ça, c'était un couple qui s'était marié en 1893. Ce sont les grands-parents de mon mari. Donc, des serviettes de toilette, nid d'abeilles, dit-on. Alors après, bien, on peut utiliser... Alors ici, c'est encore une autre... Ça, c'était la fille de la précédente. Hein. Donc là, c'est GV. C'est GV, comme le Guilvinec. Alors après, bien, on peut, troisième génération, on peut faire des lettres qui sont plus décoratives à ce moment-là. Ça, c'est mon plaisir à moi, ça. Donc, on peut marquer, faire des petites marques, mais on peut aussi faire de très belles lettres, des choses décoratives. Ça, c'est mon grand plaisir, c'est de faire des torchons anciens avec des lettres. Ou bien on peut arriver à des choses plus rigolotes, marquer des petites choses sur des torchons anciens. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Ah oui, je vais quand même vous dire quelque chose d'autre que j'allais oublier. C'est qu'à cette épreuve de certificat d'études, quand je vous montrais cette marque-là, on devait connaître parfaitement le nom des coutures et parfaitement les réaliser. Parce que les sujets, je vais vous en citer quelques-uns, étaient des sujets qui faisaient appel à la connaissance de la réalisation et aussi à la connaissance de
de l'objet lui-même, quoi. Alors, par exemple, en 1933, certificat d'études d'Argol, ourlet piqué de 5 cm, attacher une tresse pour suspendre un torchon de cuisine. C'était l'épreuve. C'était une épreuve importante, elle faisait partie de l'écrit, et si on ne l'avait pas, si on n'avait pas réussi l'écrit, on n'allait pas à l'oral. Un ourlet piqué de 7 cm, une boutonnière, poser un faux pli sur une longueur de 5 cm et faire une bride. Alors, poser un faux pli, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Bien, les faux plis se posaient en particulier sur les robes des fillettes qui avaient grandi d'une année sur l'autre. La robe était trop courte et il fallait donc la rallonger. Il n'y avait plus assez de tissu, le pli était déjà, comme on peut dire, utilisé, donc on mettait un faux pli, peut-être d'une couleur différente d'ailleurs. Enfin, moi j'ai aussi connu ce genre de choses. Alors bâtir 2 ourlets consécutifs de 1,5 cm de largeur, exécuter le coin, c'était compliqué, et coudre 2 cm d'ourlet. Donc il fallait savoir avoir cette connaissance-là. Il n'y avait pas de modèle, il n'y avait pas de... C'est comme un exercice de mathématiques à résoudre, en fin de compte. Couper une poche pour tablier de poupée de 6 cm de large, coudre l'ourlet au point de piqûre, bâtir la poche sur un morceau d'étoffe de 10 cm de côté. Donc là, c'était déjà la réalisation d'objets. 10 cm de couture abattue en biais. Donc il y avait une connaissance des tissus, il fallait savoir ce que c'était que le droit fil, ce que c'était que le biais. 8 cm de couture abattue et la lettre P, donc le marquage là. Donc il fallait savoir comment on faisait la lettre P. Parce qu'il y avait des normes en fin de compte. Enfin, moi je me souviens d'avoir appris, d'avoir un petit canevas qui m'a servi pour donc les alphabets étaient normalisés en fin de compte. 3 petits plis de 6 cm de long, point d'épine, le fameux point dont je vous parlais. Une couture anglaise, une boutonnière à bourreau. Enfin, bref, vous voyez, c'était des épreuves un peu mystères, quoi. Si on n'avait pas appris et si on n'avait pas retenu et mémorisé tout ce que l'on faisait, on n'était pas capable de faire cette épreuve. Alors, comme vous voyez aussi, le linge passait les générations. Maintenant, je crois que on a un peu passé cette habitude. Mais enfin, c'est de l'histoire, on peut dire, tout simplement. Une histoire intéressante. Alors, si vous avez des questions à me poser, non? Alors, d'habitude, j'apprends à faire un point ou des choses comme ça, mais là, c'est pas tout à fait possible. On refera encore. On refera encore. En tout cas, là, en direct, on a des gens à qui ça rappelle des souvenirs. Oui. Ouais. Oui, ce sont des souvenirs. Pour moi, c'est très présent, en fin de compte. Hein. Comment? C'est pas très vieux tout ça. C'est pas très vieux, non. Les lois, là, enfin bon, c'est l'époque de vos grands-mères, en fin de compte. Plus ma mère. Et votre mère, peut-être, oui. C'est vrai. Il y avait une fierté, d'ailleurs, à montrer son armoire bien rangée, le trousseau était important, et les filles commençaient leur trousseau très tôt. On leur achetait du lin, on leur achetait d'autant plus que la Bretagne était une région productrice de lin. Et donc, on achetait des tissus, elles fabriquaient, elles cousaient leurs draps, les brodaient, faisaient des jours, il y avait des jours également. Les jours étaient vraiment très décoratifs. Donc, on apprenait avant tout le pratique, quoi. Quelque chose qui servirait dans la vie de tous les jours. Oui, c'est le remaillage. On reprisait quand on avait un pull vert avec un trou sur le coude, eh bien, on remettait. Hein. Si on avait la laine de la même couleur, c'était très bien. On trouvait sinon une couleur apparentée, enfin voisine, quoi. Où on pouvait même, comme dans certains pays, en faire quelque chose de décoratif. Les Japonais sont très forts au niveau des reprises décoratives, en fin de compte. Pourquoi pas, après tout, c'était... On stoppait comment dire, quand il y avait quelquefois des vêtements à un certain prix, s'il y avait un accroc ou autre, il y avait des spécialistes du stoppage. On stoppait le tissu,
en utilisant parfois des cheveux, parce que c'était résistant et très fin. Il y avait tout un art, effectivement, des textiles qui s'est un petit peu perdu, mais on gardait les vêtements très longtemps, et s'ils étaient reprisés, bien reprisés, ben, c'était toujours très honorable. Absolument. Donc, si vous souhaitez d'autres renseignements, non, ça va? Est-ce que tu couds, toi, jeune fille? Non, maman coud? Un petit peu, oui. Les masques. Ben, ouais, mais ça a été justement un exercice assez extraordinaire. Il paraît qu'il s'est vendu beaucoup de machines à coudre pour l'occasion. C'est vrai. Oui. Absolument. Il y a encore, même encore une fois avec les monogrammes, les uniformes avec les monogrammes. Oui, les monogrammes. Alors ça, c'était brodé aussi. Et là, ça c'est du travail d'agrément. Donc du coup. Il y a la produit, des coussins produits. Oui. Mais à l'école, comment dire, c'était surtout un apprentissage très pratique. Après, pour ce qui était des broderies blanches, broderies Richelieu et autres, ça se faisait plutôt à la maison ou dans des ouvroirs. Mais les programmes d'école étaient essentiellement quand même des programmes de couture utilitaire, on va dire. Alors là, j'avais aussi une encyclopédie des ouvrages de dames qui date de 1900 et qui répertorie justement ce que l'on peut faire avec des aiguilles, quoi. Tricot, crochet, frivolité. Alors c'est étonnant parce que c'est une dame, Thérèse de Dillemont, c'était édité à de nombreux exemplaires. Ça c'est une deuxième édition. La première date de 1800. La première édition, j'ai noté 1886. Celle-ci est de 1900. Elle a été traduite en plusieurs langues. Enfin, c'était un des premiers ouvrages, comment dire, de vulgarisation de ce genre de choses. Et c'est patronné, on va dire, par la maison DMC qui fabriquait les fils et qui les fabrique toujours d'ailleurs, de manière incroyable, avec les mêmes coloris. Un numéro à coloris qui date de 1930 est le même encore que le coloris actuel. Il y a un suivi extraordinaire. Je pense qu'il doit y avoir pas loin de 1000 références au niveau des coloris. Voilà, donc je suis désolée de ne pas vous faire coudre, mais ça sera pour une autre fois. Est-ce que vous voulez des renseignements? Est-ce que vous avez besoin de... Si je peux répondre, je veux bien. Un grand merci en tout cas pour cette présentation. Les gens qui ont regardé en direct sont très contents. Vous avez plein de compliments. C'est vrai? Belle vidéo, merci de nous faire participer. Très bonne vidéo, bisous. Voilà, plein de retours. Je ne savais pas que j'étais... Ah si, vous êtes passionnant. J'étais vedette d'un jour, là. Si, oui. Alors elle sera disponible après, donc vous ne serez pas vedette d'un jour, vous serez vedette sur le long terme, attention. En tout cas, merci beaucoup. De rien, c'est moi qui vous remercie. J'aime bien partager puisque ça m'intéresse. Je ne vais pas dire que c'est une passion, mais c'est vrai.